Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé dans le cadre du groupe de travail Le GT anticipé en univers incertain, donc qui porte sur le thème, le titre, l'assurance des catastrophes climatiques est-elle un bien public? Nous aurons donc le plaisir d'entendre Laurence Barry, qui est actuaire, qui est membre de la commission scientifique, et qui est polytechnicienne et qui est en charge qui est co-responsable, plus exactement, de la chaire Paris, dont le séminaire fait partie des événements annoncé par l'Institut des actuaires et que je vous encourage à suivre parce que ce sont toujours des choses très intéressantes. Seul inconvénient, c'est qu'il faut se lever, ça commence à 8h30. Mais ce n'est pas un inconvénient pour vous, vaillants actuaires. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est donc que ça porte sur, il y a cette expression de bien public. Est-ce que c'est un bien public? Un bien public, c'est un patrimoine qui est un bien patrimonial qui est partagé par les membres d'une communauté. Quelle communauté? Est-ce que ça a un rapport avec une éventuelle socialisation? Je crois que ce séminaire est ce webinaire est très bienvenu pour permettre à Laurence de mettre les pendules à l'heure sur ce sujet. Et sans plus attendre, je vais lui passer la parole en vous encourageant à poser vos questions dans le chat, puisqu'il y sera répondu plutôt à la fin, sauf s'il y a vraiment des questions qui nécessitent une réaction en cours de route. Voilà, je te passe la parole, Laurence. Merci beaucoup Florence, merci à tous d'être présents ce soir. Alors effectivement, le titre est devenu extrêmement à la mode récemment, je vais en dire un mot dans une minute, et je tiens à rappeler qu'il y a un point d'interrogation à la fin de cette phrase, parce que c'est une suggestion qui doit nous permettre en fait de réfléchir et de voir comment est-ce qu'il faut penser les catastrophes climatiques. Alors, l'objet du papier tel qu'il a été écrit, en fait, le contexte plutôt du papier, c'était ce qu'on voyait se passer à la fin de l'année 2023, même avant les feux en Californie, qui était un retrait des assureurs californiens du marché. Il y a la même chose qui se produit en Floride et on se posait la question de l'assurabilité et on se disait de plus en plus, en fait, est-ce qu'il y a une solution face au réchauffement climatique et quel doit-il être? Sachant que sur le marché américain, ben, ça posait énormément de problèmes parce que ça laissait les gens tout à fait exposés à ce type de problèmes puisqu'ils étaient sans couverture. Et puis il y avait un rôle du régulateur dans le fait que les assureurs se retirent qui montrait que c'était quelque chose quand même qu'il fallait penser dans un cadre un peu plus large que simplement assureur assuré. Alors, on a eu ensuite en France un rapport important de Thierry Langreney, Le Causanet et Mérad, dans lequel en fait il pose pour la première fois l'idée, enfin en tout cas la possibilité qu'on soit en train de voir en France se produire un peu la même chose que ce qui avait déjà été observé aux États-Unis, c'est-à-dire un mouvement de retrait de certains acteurs, soit avec des pratiques tarifaires dissuasives, soit avec des politiques d'exclusion. Et puis, il y a cette remarque qui a aussi attiré mon attention, qui consiste à dire, en fait, une pratique de ce type, soit d'augmenter les tarifs, soit de choisir, de faire de la sélection parmi les assurés, c'est une politique de souscription classique qui s'inscrit dans un système d'assurance de marché libre, donc dans un système purement concurrentiel. Et une fois de plus, on se rend compte que, ben, en fait, le système français a été pensé dans un cadre qui n'est pas exactement celui-là, et c'est pour cela qu'à partir du moment où certains acteurs changent leur façon d'agir, on remet en cause un peu un sous-entendu qui n'est
n'est jamais mis en avant et sur lequel j'aimerais voilà, poser la question. Et puis alors très récemment, il y a eu ce rapport du Haut Commissariat à la stratégie et au plan qui s'appelle Repenser la mutualisation des risques climatiques et qui propose dans son troisième, elle pose trois scénarios, dans son troisième scénario qui est le plus extrême, une sécurité, comme une sécurité sociale, mais pour les risques climatiques, et qui à ce moment-là voudrait vraiment dire qu'on est dans un bien public. Je vais en dire un mot tout de suite. Donc voilà, le cadre général c'est ça. Moi j'avais pas écrit en pensant en fait à une possibilité de sécurité climatique, mais plutôt pour démarquer l'assurance des catastrophes naturelles, l'assurance des catastrophes climatiques, d'un cadre qui est en général celui dans lequel on le pense, qui est un cadre de d'assurance comme une commodité. Voilà. Et je me disais, en fait, quand on pense l'assurance comme une commodité, on est en train de rater quelque chose quand on parle des catastrophes naturelles. Et c'était ça l'objet. Et puis maintenant, enfin, avec ce rapport, je vais en dire un mot un peu plus tard. Il faut réfléchir encore plus avant sur qu'est-ce qui fait vraiment la spécificité d'un régime de catastrophe naturelle. Donc, je remets en avant l'idée que c'est bien une question que je pose. La première partie, en fait, essaye de poser l'assurance entre une forme publique, une forme privée. Comment est-ce qu'il faut positionner les catnats dans le cadre théorique d'Elinor Ostrom sur les communs? Donc c'était un peu ça l'idée, c'était de déplacer la façon dont on réfléchit aux catnats en pensant cela dans ce cadre-là proposé par Elinor Ostrom. Et ça met en avant un problème qui est le problème du polycentrisme et qui, je pense, éclaire beaucoup les problèmes qu'on a dans tout ce qui est attrait à la prévention et qui devient de plus en plus central avec le réchauffement climatique. Alors, assurance entre axe public et privé, on a l'habitude de penser l'assurance dans cette dichotomie sociale ou assurance, on va dire libérale. L'assurance sociale, elle pose un principe de solidarité. Considère pardon, que le risque est quelque chose de collectif. Les premières assurances sociales se sont mises en place au début du XXe siècle quand on a voulu couvrir les accidents du travail en disant en fait les accidents du travail, c'est quelque chose que la société industrielle génère et par conséquent, c'est quelque chose que la société dans son ensemble doit porter. Et dans ce cadre-là, les risques sont mutualisés pour pouvoir être couverts. L'assurance et la couverture est pensée comme un droit. Voilà. Et c'est en général l'État qui intervient en premier ressort. Le principe derrière ce type d'assurance, c'est que la contribution du plus grand nombre permet de couvrir les infortunes permet de couvrir les moins fortunés auxquels l'accident arrive. Et puis de l'autre côté, à l'autre extrême, on a le régime libéral dans lequel le principe principal, c'est un principe de responsabilité qui consiste à dire que le risque, en fait, est un risque individuel, c'est un choix des individus de s'exposer à tel ou tel risque. Et dans ce cadre-là, en fait, le fait de souscrire à une assurance est pensé comme un transfert de ce risque que j'ai choisi de prendre, un transfert entre deux acteurs que sont d'un côté l'assuré et de l'autre l'assureur. Et à ce moment-là, l'assurance est effectivement pensée comme une commodité, quelque chose, un produit qui s'échange sur un marché. Donc, c'est plus l'État, c'est le marché qui devient central. Et le principe derrière ça, c'est que chacun devrait payer pour son risque, puisque le risque en question, c'est un choix qui a été pris par les individus. Euh, L'histoire générale qu'on raconte quand on parle de ces deux extrêmes, de ces deux pôles, de deux types d'assurance sociale ou libérale ou d'assurance de marché, on va dire, c'est que dans le courant du XXe siècle, alors j'ai dit, les assurances sociales se sont mises en place au début du XXe, et puis la sécurité sociale après-guerre. De façon générale, quand on réfléchit à ces systèmes, on se dit, en fait, dans le courant du XXe siècle, on a assisté à une privatisation de plus en plus importante de systèmes qui étaient au départ pensés comme des systèmes plus mutualisés, vers des systèmes qui le sont de moins en moins. Et alors, sans vous renvoyer aux travaux de la chaire Paris sur les données massives, en fait, ce serait une nouvelle couche d'individualisation du risque dans lequel on essaye de s'ajuster le plus possible aux individus et par conséquent de défaire la solidarité au profit d'une responsabilisation qui irait en s'accroissant. Maintenant, quand on regarde ce qui s'est passé ou ce qui se passe ou la façon dont les régimes de catastrophes naturelles fonctionnent, on se rend compte que
ben c'est pas ce discours-là qui apparaît comme le plus prégnant. Parce qu'en réalité, si on regarde quelques systèmes, alors j'en ai mis là 5, mais on pourrait en mettre davantage. L'Espagne, la France, le FLODRE de la Grande-Bretagne ou le NFIP, le système états-unien pour la protection contre les inondations. On voit que ce sont des systèmes qui se sont tous mis en place dans la deuxième moitié du XXe siècle, donc dans cette période où on était en train de dire qu'il y a un retrait de l'État. Et dans tous ces régimes, en fait, l'État a un rôle. En Espagne, c'est un assureur public. En France, ben, vous connaissez le système, c'est un système mixte, c'est-à-dire que les assureurs sont impliqués, mais il y a un réassureur qui est un réassureur public avec une garantie de l'État, donc l'État est présent là-dessus. En Grande-Bretagne, c'est peut-être un exemple encore plus intéressant que les autres parce que ça a commencé comme un système privé, donc un système de marché, qui fonctionnait assez bien parce qu'il y avait un accord, un gentleman's agreement entre l'État et les assureurs pour maintenir des niveaux de primes qui étaient acceptables pour tous. Et puis à partir de 2012, données massives, nouveau modèle, l'État se rend compte qu'on arrive vers une situation où les primes deviennent de plus en plus difficilement abordables pour les personnes dans les zones à risque et ils ont créé un pool qui est supervisé par l'État et dans lequel, ben, en fait, il y a une mutualisation de fait avec ceux qui ne sont pas exposés parce qu'il y a une taxe qui est prélevée auprès d'eux pour couvrir les risques qui sont placés dans le pool. Donc, on a un système, finalement, alors que la Grande-Bretagne, c'est un système qui est vraiment engagé dans une logique de marché, où, malgré tout, ils sont passés d'un système purement privé à quelque chose où l'État intervient. Les États-Unis aussi, je vais en reparler un peu plus tard. Donc, c'est un système qui a été mis en place en 1968. Il était pensé au départ dans une logique purement privée, mais au final, ben, depuis sa création, c'est un système qui est public et qui reste public. Ça n'est pratiquement jamais obligatoire, sauf pour le NFIP, et même là, en fait, on se rend compte que c'est pas toujours appliqué. Les primes sont le plus souvent subventionnées, pour ne pas dire qu'elles sont complètement plates comme en France ou en Espagne. Et le taux de pénétration, alors ça c'est aussi quelque chose d'intéressant, il est assez élevé dans la plupart des exemples que j'ai mis ici, il l'est moins dans le NFIP et j'en dirai un mot tout à l'heure. Un autre élément à avoir en tête quand on réfléchit à ces régimes, c'est que ce que je vous ai décrit là ne décrit pas toujours exactement la même forme d'assurance. L'Espagne et la France, il s'agit d'une couverture qui inclut plusieurs périls et ça permet de mieux mutualiser entre les périls et entre les régions en fait, parce que toutes les régions ne sont pas exposées de la même manière au même péril. Et puis, pour ce qui est de la France, de l'Espagne et de la Grande-Bretagne, la couverture CatNat est, comment dire, elle est bundled, elle est liée en fait à la couverture de base, qui est une couverture MRH plus ou moins importante. Il y a qu'aux États-Unis où en fait, pour être couvert contre les inondations, il faut prendre une police spécifique, et c'est peut-être aussi ce qui explique le taux de pénétration plus faible aux États-Unis. Alors, euh, un élément pour comprendre le fait que les États soient impliqués dans ces régimes, c'est quelque chose qui est aussi assez intéressant, c'est que le premier à avoir réfléchi à ce qui nous arrive avec le réchauffement climatique, avec la multiplication des catastrophes, c'est Ulrich Beck, qui a fait paraître après Tchernobyl un premier ouvrage intitulé La société du risque, dont tout le monde connaît, et dans lequel, en fait, il explique que ce qui caractérise la seconde modernité, c'est-à-dire la nôtre, donc la deuxième moitié du XXe siècle, c'est qu'en fait, on est en train de créer des risques qui ne sont pas assurables. Et pour lui, en fait, alors dans le livre donc publié, je crois en anglais, en français, c'est dans les début des années 90, je crois que c'est 80 quelque chose en allemand. Bah, il explique en fait que voilà, on va se retrouver exposé à des situations où il n'y aura pas d'assurance parce que ce sont des catastrophes qui sont trop importantes pour être couvertes. Puis ça a donné lieu à énormément de débats avec des sociologues de l'assurance parce que ce dont on se rend compte, c'est qu'assez vite, en fait, l'assurance ben, en fait, trouve des nouveaux modèles. On n'a plus travaillé sur des modèles qui sont purement statistiques et appuyés sur le passé. On va développer des modèles de 4 qui vont permettre de mettre en place des couvertures pour ces situations. Et puis, comme je l'ai dit, en fait, l'État intervient. Et dans un deuxième temps, en fait, pour répondre à ces critiques, Ulrich Beck dit, ben, en fait, le fait que les États soient obligés d'intervenir, c'est aussi un symptôme de cette deuxième modernité. Donc, en fait, il ne faut pas s'étonner que les États interviennent. C'est bien parce que on est dans des situations de catastrophe
catastrophes pour lesquelles les logiques de marché ne fonctionnent plus que les États interviennent. Et puis alors se pose la dernière question qui reste ouverte, c'est est-ce que cette assurabilité qui est maintenue grâce à la présence des États va pouvoir se maintenir avec le réchauffement auquel on assiste aujourd'hui? Mais ce qu'on voit bien, en fait, dans ce débat avec les sociologues ou même dans ce que je vous ai montré avec les différents régimes, c'est qu'on n'est jamais dans une logique où, de marché pur. On est toujours plutôt dans une situation où les États interviennent de plus en plus avec potentiellement ce qui est proposé par France Stratégie récemment. Le seul exemple qu'il faut peut-être mentionner ici qui est intéressant, c'est l'exemple de l'Allemagne, dans lequel, en fait, avant la chute du mur, ils avaient deux régimes qui étaient des régimes vraiment publics. Et au moment de la réunification, ils se sont dit que finalement le marché était devenu assez grand, assez large pour permettre un système de marché. Et les deux systèmes publics ont été démantelés au profit d'une logique de marché. Et ça marche pas très bien en fait, puisqu'aujourd'hui l'Allemagne est en train de se pencher sur le système CatNat tel qu'il existe en France pour voir si il faudrait pas mettre en place quelque chose de plus avec intervention de l'État. Donc une fois de plus, on est toujours dans ces deux logiques. Et donc, pour essayer de sortir de cette dichotomie dont on voit bien qu'elle ne rend pas vraiment compte du fonctionnement effectif de ces régimes, je me suis penchée sur la typologie des biens d'Elinor et Vincent Ostrom. Alors, Elinor et Vincent Ostrom ont travaillé dans les années 70 sur essayer de comprendre, en fait, comment est-ce qu'on pouvait caractériser les biens privés, les biens publics purs et ce qu'ils ont appelé, dans un premier temps, les biens hybrides qui se trouvaient, en fait, un peu entre ces deux extrêmes. Et c'est un peu ce que je suis en train de vous dire à propos des CatNat. Le truc intéressant, c'est que très vite, ils se sont rendus compte que cet axe unique linéaire avec quelque chose d'amorphe entre les deux, c'était pas suffisant pour caractériser les biens et ils ont proposé une typologie qui s'appuyait sur deux catégories. Une catégorie qui consiste à dire est-ce que le bien est rival ou non rival. Rival voulant dire que la consommation par certains empêche la consommation par d'autres parce que ben, il y a une quantité limitée et par conséquent, voilà, c'est les uns ou les autres. Et excluable ou non excluable, voulant dire est-ce que je peux assez facilement déterminer les contours de ceux qui peuvent consommer le bien ou pas. Et donc, dans cette matrice de deux, on voit que les biens privés, ce sont des biens qui sont des biens rivaux et excluables. C'est la baguette que vous achetez auprès de votre boulangère. Les biens non rivaux sont les biens publics purs. L'exemple le plus classique, c'est la défense nationale. Que vous ayez ou non payé vos impôts, si une guerre éclate, vous allez être couvert par l'armée qui va défendre le territoire national. Donc, il y a pas moyen d'exclure les gens, et c'est pas parce que certains sont couverts que d'autres ne le sont pas. Donc, on est dans une logique de bien public pur. Et puis, les biens hybrides, en fait, ils viennent compléter les deux cases, mais ça permet, au sein des biens hybrides, de distinguer deux cases. La première, c'est les Common Pool Resources, les CPR, sur lesquels Elinor Ostrom a énormément travaillé. L'exemple classique sont les bancs de poissons. Donc les bancs de poissons, c'est quelque chose qui rivale, il y a une quantité donnée. Si un des pêcheurs pêche l'intégralité du banc, il n'y en aura pas pour les autres. Et justement, le problème, c'est qu'effectivement, c'est pas facilement, il est assez difficile de limiter la pêche d'un pêcheur par rapport aux autres. Enfin, c'est compliqué à mettre en place. Et l'autre case, ce sont les biens qui sont non rivaux, c'est-à-dire que la consommation par certains n'empêche pas la consommation par d'autres. En revanche, ils sont assez facilement excluables, c'est-à-dire que les contours de ceux qui font partie du club ou qui ont payé comme un bien de péage, eh bien, on saura assez facilement les identifier. Alors, Elinor Ostrom a essentiellement travaillé sur les CPR et en fait, elle s'est penchée sur ce qui a été appelé la tragédie des communs parce que dans une logique purement néolibérale où les individus maximisent leur utilité, eh bien, ces biens-là vont être amenés à disparaître. Donc ça, c'est un texte de 1968 qui est très classique dans lequel en fait, il explique, voilà, il y a pour ces biens-là. La seule façon pour qu'ils ne disparaissent pas, que cette tragédie ne se produise pas, c'est qu'il y ait un Léviathan, c'est-à-dire quelqu'un de centralisé qui interdise la consommation et qui mette en place un système extrêmement punitif pour limiter cette consommation, faire en sorte qu'il continue d'exister. Et sinon, en fait, ils vont être amenés à disparaître. Et tous les travaux d'Elinor Ostrom vont consister à démontrer qu'en réalité, c'est pas le cas. En fait, elle s'est penchée sur un certain nombre de situations, de CPR, dans lesquelles elle peut mettre en évidence le fait que, eh bien, contrairement à la prédiction de Hardin,
ces communs continuent d'exister et ça se fait en fait, il a identifié, je vais pas les passer en revue, un certain nombre de critères qui sont des critères dans lesquels effectivement le bien va continuer d'exister. Euh, donc voilà. Après, où est-ce qu'on peut placer l'assurance dans cette typologie? Alors, évidemment, l'assurance, c'est pas quelque chose de rival. C'est pas parce que votre voisin a une assurance que vous n'allez pas pouvoir en trouver. À la limite, c'est l'inverse, puisqu'on a besoin d'avoir une masse critique pour pouvoir créer un produit d'assurance. Donc, on n'est pas du tout dans une logique rivale. Et ce que je vais défendre, c'est que c'est un bien de péage ce qui est intéressant parce que c'est pas justement, alors c'était un peu l'idée du papier, je l'ai dit au début, c'était de sortir de cette logique bien privée commodité parce que c'est la façon dont en général on pense l'assurance dans tous les papiers de recherche qui existent. Dans une logique d'économie de l'assurance, on a toujours réfléchi dans une logique bien privée avec des mécanismes d'incitation, etc. Je vais en parler un peu plus tard. Et donc se placer d'emblée ou mettre en évidence le fait qu'on n'est pas dans un bien privé classique, mais qu'on est dans un bien de péage ou un bien de club. Déjà, ça va déplacer le débat. Ça va déplacer le débat et donc je vais essayer de réfléchir là-dessus en disant en fait, alors la dichotomie, enfin la matrice de deux des Ostrom, elle a l'air très claire, mais en réalité, quand on parle d'assurance ou même d'assurance CatNat, on est dans un nuage qui se situe plutôt du côté du bien de péage, mais certains types d'assurance vont peut-être plutôt tomber du côté des biens privés. Ça peut être l'assurance automobile, dommage aux biens, par exemple, ou finalement, si vous avez une assurance ou pas, moi, je suis pas tellement intéressée de le savoir et ça va pas avoir des conséquences pour moi. Il va y avoir des biens publics purs. La sécurité sociale, c'est un bien public pur, c'est-à-dire que, en tout cas dans certains États, vous êtes couvert même si vous n'avez pas véritablement cotisé. Et puis il y a les biens de péage et l'assurance CatNat qui fait participer les assureurs, les assurés, l'État, etc., etc., tombe dans cette logique de bien de péage. Et alors, on voit tout de suite, effectivement, que techniquement, les catenats, ça fonctionne pas très bien comme un marché pur, parce que c'est un peu ce que j'ai décrit en introduction. On a ce problème de l'abordabilité des primes dans les zones les plus risquées. Et puis, avec ça aussi, l'effet boule de neige que cela implique quand on est dans une logique purement concurrentielle. Cet effet boule de neige, le rapport Langrenay-Le Causanet-Mérad le décrit très bien, même pour la France, où normalement on est dans une logique où la prime, elle a été fixée donc de façon plate pour tout le monde, la surprime en pourcentage, mais on voit quand même que quelque chose se produit parce que à partir du moment où il y a une sélection qui se fait, ceux qui restent, les assureurs qui restent, vont voir leurs pertes se creuser dans les du fait justement qu'ils sont plus exposés aux zones à risque. Donc ils vont être obligés de rehausser leurs primes sur l'ensemble du territoire, mais du coup ils vont pas être concurrentiels dans les zones vertes, ce qui va encore plus déséquilibrer leur portefeuille vers les zones les plus risquées. Et donc au final, ils vont être obligés de faire comme tout le monde et de se retirer des zones rouges. Et donc on va assister en fait, non pas à un mécanisme où on verrait les primes augmenter, mais on verrait une sélection qui va s'imposer à tous les participants voilà, assurantiels. Et ça, en fait, cet effet boule de neige dans lequel, au final, le bien public hybride finit par disparaître, ça ressemble beaucoup à ce sur quoi avait travaillé Elinor Ostrom dans les années 2000, en parlant des communs des savoirs. Le savoir, en fait, n'est pas un CPR, c'est pas quelque chose de rival, au contraire, on est là aussi dans quelque chose qui est non rival. Les CPR, pardon, le savoir, censé être un bien public pur qui bénéficie d'un partage le plus large possible, d'une circulation qui serait la plus importante possible. En ça, ça ressemble à l'assurance où on voudrait qu'il y ait une masse la plus importante possible pour que la mutualisation puisse se faire. Et en fait, à partir du début des années 2000, quand les droits de propriété ont fait que les universités ont commencé à limiter l'accès aux articles de recherche, eh bien, ce qu'elles décrivent, c'est une situation où finalement le savoir ne circule plus et quand il ne circule plus, il finit par disparaître. Et donc, on est dans une situation où on a une tragédie de commun qui n'est pas liée à une surconsommation par certains, comme c'était le cas dans le cas des CPR, mais par un phénomène d'exclusion progressif qui fait qu'au final, le bien finit par disparaître. Et c'est exactement la situation que je viens de vous décrire à propos de cet effet de boule de neige et de l'assurance CatNat. Donc c'est aussi un point commun avec les communs pour l'assurance CatNat.
Donc techniquement, ça fonctionne pas bien dans une logique de marché. Et le plus souvent, on va avoir des subsides entre risques. Ça, je l'ai montré sur le premier slide qui décrivait les différents régimes. Ça veut dire qu'en fait, il y a une mutualisation forte, à la fois entre les assurés, puisqu'on va avoir une interdépendance entre zones risquées et non risquées, mais aussi dans le cas de la France, entre assureurs, puisque c'est bien le fait que tous les assureurs participent au système qui fait qu'il peut continuer de fonctionner. Sinon, on va avoir cette déstabilisation mise en évidence dans le rapport Langrenay-Lausanne-Meral. Le deuxième point, c'est qu'économiquement, le gap d'assurance est perçu comme un problème. Et ça, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui est différent du type d'assurance pour lesquels, bah, ce que je disais tout à l'heure, l'assurance auto, si vous avez ou non une assurance auto pour votre voiture, dommage au bien, ça m'intéresse pas. En revanche, la RC, elle tombe bien ici dans quelque chose qui a un lien avec le bien commun. Alors pourquoi c'est aperçu comme un problème? Parce que on peut mettre en évidence le fait que la réhabilitation post-sinistre dans les zones mieux assurées, elle est plus effective et plus rapide. Alors il y a donc une externalité positive de l'existence d'assurance qu'on pourrait essayer de mesurer. Et c'est ce que font les chercheurs Kuski et You, dans lesquels elles montrent en fait quand il y a plus de liquidité parce que les assureurs sont intervenus de façon rapide et effective, eh bien voilà, il y a une reprise économique dans les zones en question qui est plus efficace. Soit dit en passant à ce propos, au moment où le système a été mis en place en 1982, il avait été question de mettre en place un régime purement public parce qu'en fait c'était le début du premier mandat Mitterrand. Il avait parlé de solidarité nationale et bizarrement pour l'époque, en tout cas pour les opposants à l'Assemblée, c'est qu'il propose d'emblée un système mixte. Et d'ailleurs on les prend à partie en disant c'est très étrange, vous les socialistes, vous avez proposé un système qui n'est pas socialisé pour les catnats. Et en fait ce qui a été mis en avant par le gouvernement à ce moment-là, c'est que impliquer les compagnies d'assurance, ça permettait d'avoir effectivement cette réponse rapide et effective parce qu'ils avaient conscience que de créer un truc entièrement centralisé, c'était encore plus de problèmes administratifs, ça allait faire exploser les contentieux et c'était finalement ingérable par l'État. En tout cas, c'est comme ça qu'on le pensait en 1982. À voir si France Stratégie remet en cause ça aujourd'hui. Le deuxième point, c'est que là où il n'y a pas d'assurance, l'État intervient en dernier ressort. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est différent d'un bien, d'une commodité assurance comme bien privé. C'est que là, non, si vous n'êtes pas assuré, vous n'êtes pas assuré. Mais pour ce qui est des CatNat, bah, en final, l'État finira par intervenir. Donc, ça, c'est les travaux de Paula Jarzabkowski et de ses collaborateurs. Elle travaille sur ces notions de gap d'assurance pour mettre en avant en fait tous les problèmes que ça pose et les interventions de l'État. Alors évidemment, l'intervention de l'État ne remplace pas l'assurance parce qu'en général, quand l'État intervient en dernier ressort, ce sont par l'intermédiaire de fonds de secours. Donc c'est une protection qui est beaucoup plus limitée qu'un mécanisme d'assurance classique. Mais ça montre bien en fait qu'on n'est pas dans une situation où ben, on va laisser les gens choisir. On est dans une logique purement individuelle. Dans l'individualisme méthodologique qui voudrait que les catnats soient un bien privé. Et en fait, je pense que tout ça montre qu'il y a une dimension éthique qui est qu'on ne veut pas laisser les gens sans toit. Alors, j'écoutais la semaine dernière la ministre de l'Environnement dire que finalement, une maison, ça peut être dans certains cas les économies toute une vie. Et si les gens ne sont pas assurés, eh bien, ça pose un problème parce que c'est peut-être les économies de toute une vie qui risquent de partir en fumée avec ça. Du coup, en fait, on voit bien que ce qu'on appelle en général enfin, le biais de charité, qui est donc le fait que certaines personnes, dans certaines zones, choisissent de ne pas s'assurer, ça existe beaucoup aux États-Unis, le biais de charité, donc les gens choisissent de ne pas s'assurer parce qu'ils savent qu'en dernier recours, ils auront une couverture même minimale. Ça montre bien que finalement, c'est pas totalement excluable, même si c'est pas exactement le même type de produit, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, si on se place dans cette logique-là, ce qu'on appelle en général l'aléa moral, au sens où l'aléa moral, c'est quand vous avez souscrit une police d'assurance, vous allez changer votre comportement sans que votre assureur ne puisse le voir. Donc là aussi, c'est une logique dans laquelle on se place dans ce dialogue entre assureur et assuré. En fait, il faut le repositionner comme un problème de passager clandestin, au sens où bah, il y a un bien public qui a été mis en place et vous n'allez pas avoir le comportement qui est attendu de vous, non pas parce que vous allez changer de comportement, mais simplement parce que vous allez tirer profit de ce qui a été mis en place pour l'ensemble de la collectivité.
Alors, ça nous amène en fait au problème de la prévention, qui, je l'ai dit, en fait, est un des problèmes essentiels pour aujourd'hui avec le réchauffement climatique. Et là, ce qu'on voit, en fait, quand on réfléchit à ce problème de l'assurance des CatNat, on voit qu'en fait, un bon système a deux objectifs. Le premier, c'est d'avoir une couverture qui soit la plus large possible. Le deuxième objectif, c'est d'avoir une prévention qui soit efficace. Or, dans la plupart des études qui sont faites, avoir une couverture la plus large possible, ça veut dire qu'on va mettre en place des primes qui seront subventionnées. Donc, ça permet de lever le problème de l'abordabilité. Et donc, du coup, d'avoir des primes qui restent abordables pour tout le monde. Donc, une couverture très large, type la France. Mais avoir une prévention efficace, eh ben, en général, comment est-ce qu'on mesure ça? On se dit, ben, si les primes sont risk-based, si elles sont ajustées au risque, donc si on a des primes qui sont modulées, qui reflètent le risque aux individus, eh bien, on pourra, via cette prime, via cette modulation de la prime, donner une indication du risque à l'individu et on favorisera une prévention efficace. Et c'est là, et donc du coup, on est dans une espèce de paradoxe qu'on peut jamais avoir les deux, puisque soit on aura des primes avec des subsides, soit on aura des primes qui seront risk-based, mais on aura soit un régime qui sera très couvrant, mais pas efficace en termes de prévention, ou l'inverse. Alors, ce que moi j'essaye de dire, c'est que si l'assurance est effectivement pensée comme l'assurance CatNat est pensée comme une commodité, alors effectivement, on est dans une logique bilatérale entre un assureur et un assuré, et la prévention ne peut passer que par des incitations individuelles. L'exemple que je vais vous décrire maintenant, c'est le NFIP aux États-Unis, qui est complètement dans cette logique-là. Et le papier a vraiment été écrit dans cette logique de démontrer qu'on n'était pas dans une logique de bien privé, mais dans une logique de bien public. Point d'interrogation. Moi, je pense que c'est un bien hybride. Voilà. Alors, l'exemple du NFIP, alors c'est intéressant, je l'ai dit pour commencer, il a été mis en place, le régime a été mis en place en 1968 dans un cadre où on se disait, en fait, comment est-ce qu'on fait de la prévention aujourd'hui? Donc en 68, hein, aujourd'hui en 68, ben on fait des barrages, on construit des digues, ce sont des projets de construction publique qui sont extrêmement coûteux et qui en plus ne sont pas efficaces parce que ça encourage les gens à s'installer dans les zones à risque. Et donc en fait, il faudrait faire l'inverse, il faudrait les empêcher de s'y installer. Et l'idée à ce moment-là, c'est de dire, ben, en fait, si on met en place un système d'assurance, et aujourd'hui on est capable de construire des systèmes d'assurance pour les catastrophes naturelles, dans une logique, on pourrait donner le signal du risque aux individus, eh bien, ils pourront faire leur calcul de coût-bénéfice et décider si oui ou non ils veulent s'installer dans la zone à risque. Donc, ça limiterait les installations dans les zones à risque. Et puis, ceux qui continuent de s'y installer, ben, finalement, le régime sera équilibré puisque, par définition, puisque les primes sont risk-based, eh bien, on aura suffisamment pour couvrir les catastrophes si elles devaient arriver. Donc ça s'appuie sur deux logiques, c'est que deux hypothèses, c'est que d'abord on aurait des cartes précises du risque, et puis la deuxième hypothèse, c'est que les assurés sont des individus rationnels qui font ce calcul, etc., etc. En pratique, c'est évidemment pas du tout le cas, ni l'un ni l'autre d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas les cartes qu'on pensait avoir. En tout cas, elles ont mis énormément de temps à se mettre en place. Donc la couverture s'est mise en place avec des primes qui n'étaient pas totalement exactes par rapport au risque. Elles étaient le plus souvent subventionnées pour essayer de faire démarrer le régime. Et puis quand on a commencé à avoir des cartes, on pouvait plus tellement faire varier les primes, donc voilà, elles n'étaient pas au niveau. Et au final, après Katrina en 2005, le régime a fait plus ou moins faillite au sens où ben, l'État intervient en fait, il prête de l'argent au NFIP s'il est trop endetté, et donc aujourd'hui il est endetté à hauteur de 20 milliards de dollars. Et donc, on a commencé à se dire, bon, il faut faire quelque chose. La première réforme a été pensée en 2012, c'est le Biggert-Waters Act. Et à partir du moment où on a commencé à avoir des cas, on s'est rendu compte qu'il y avait des zones où on avait des sinistres à répétition, donc voilà, notamment en Floride, etc. Il y a des sinistres à répétition et on n'assiste pas du tout cette régulation par le marché qui ferait que l'aménagement du territoire se ferait simplement par le fait qu'on aurait donné aux individus le niveau de prime qu'il faudrait. Et en fait, la logique à ce moment-là était de dire, en fait, ça n'a pas marché justement parce que les primes n'étaient pas risk-based, mais si on leur donne une indication des primes exactes, eh bien les individus iront s'installer là où il faut.
En fait, ce qui s'est passé suite au Billigard-Waterzack, c'est que les gens ont simplement cessé de s'assurer. Donc, on n'a pas assisté à un retrait des zones à risque, on a simplement eu moins de primes avec la même exposition et avec un gap d'assurance qui est allé en s'accroissant. Or, comme je vous l'ai dit au début, dans ces cas-là, l'État va intervenir. Et quand l'État intervient, finalement, c'est la communauté dans son ensemble qui va être amenée à contribuer à ces risques. Donc, on voit bien qu'en fait, cette idée de signal du risque via la prime n'est pas quelque chose qui fonctionne. La prime fonctionne qu'un signal prix, ce qui veut dire que ben, si le prix augmente, la demande diminue. Et c'est pas du tout en fait un outil d'aménagement du territoire. Alors le truc le plus marrant, c'est que on aurait pu se dire qu'ils auraient compris que finalement c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner pour résoudre le problème, mais c'est pas du tout ce qu'ils se sont dit. Ce qu'ils se sont dit qu'en fait c'est qu'il fallait pousser plus loin la segmentation des primes pour arriver à quelque chose qui soit vraiment segmenté, qui reflète vraiment le risque. Et là on aurait quelque chose qui est, c'est ce que dit une sociologue qui a travaillé sur ces trucs-là. Finalement, ce serait de faire en sorte que la prime telle qu'elle est proposée par l'État soit exactement la même que celle qu'auraient proposé des assureurs privés s'ils avaient eu la liberté de proposer des primes. Et donc l'idée, ce serait de créer des conditions de marché pour qu'au final le NFIP se retire. Donc là, on aurait effectivement un retrait de l'État que les assureurs puissent entrer à la place. Euh, le point, c'est que avec cette dernière réforme, 34% des polices sont aujourd'hui à niveau, mais 66% d'entre elles ne le sont pas. Et pour certaines d'entre elles, l'augmentation des primes va faire qu'ils vont voir x4 sur leurs tarifs, ce qui va probablement conduire à un gap d'assurance allant en s'accroissant encore plus. Donc on voit bien qu'en fait on est dans une impasse en fait, dans cette logique purement individuelle d'incitation à la prévention qui se ferait via la prime, on n'arrive pas à faire quelque chose qui fonctionne. Et on voit ça aussi un peu partout ailleurs, même en France en fait, quand on demande aux assureurs de faire de la prévention, ils sont assez mal équipés parce que dans cette logique individuelle assureur-assuré, on n'a pas beaucoup d'outils pour agir. On a la prime, on a la franchise, mais voilà, ça s'arrête là et on sait que ça ne fonctionne pas bien. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, ben, si finalement on sort de cette logique de commodité et qu'on essaye de penser l'assurance comme un bien public, à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a d'autres acteurs qui apparaissent comme importants et comme faisant partie de l'écosystème. Ce sont notamment les collectivités locales, les communautés de communes en France, les fédérations d'assureurs, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, en France notamment, on peut même se dire qu'il y a une sorte de commun entre les assureurs qui maintiennent ensemble cette assurabilité. Donc le marché français des CatNat est tenu par les assureurs qui choisissent ensemble de collaborer pour maintenir le régime en n'excluant pas certaines zones. Les pools d'assurance, quand on n'a pas un réassureur public comme en France, ou les réassureurs, et les régulateurs, etc., etc. Donc on se rend compte qu'on est dans une logique qui est beaucoup plus vaste que celle simplement de cette relation bilatérale entre un assureur et un assuré. Et c'est là, en fait, qu'on voit donc apparaître ce polycentrisme. Alors, et les travaux de Vincent Ostrom sont ici intéressants parce que ce qu'il essaye de dire, c'est que, en général, les biens publics, et ça, c'est peut-être une des questions qu'on peut poser au rapport de France Stratégie, c'est que les biens publics ne sont pas nécessairement mieux produits et ou gérés dans un système centralisé. Donc, le fait qu'on soit dans une logique de biens publics, mais on a besoin de prévention qui se fait nécessairement au niveau local, eh bien, peut-être qu'un système soit centralisé, type Sécu, ce sera peut-être pas le système idéal pour y arriver. Alors, aujourd'hui, on n'a pas un système idéal, mais c'est peut-être pas comme ça qu'il faut essayer de le penser. Alors, c'était les travaux de Vincent Ostrom. Et ce qui est intéressant, c'est que Elinor Ostrom a repris cette logique, cette idée de polycentrisme qui est de celle de son mari, hein, Vincent Ostrom, son mari, notamment dans son discours du prix Nobel, elle parle d'aller au-delà des marchés et des États pour penser des gouvernances polycentriques de systèmes économiques complexes. Et je pense qu'on est exactement dans ce cas-là quand on parle de régime CatNat. Et dans la table que je ne vous ai pas décrite, mais où il y avait en fait huit règles qui permettaient à un commun de continuer d'exister, il y a ce qu'elle appelle les entreprises imbriquées, qui sont un système où en fait on a un niveau local et puis on a des systèmes de hiérarchie et de gouvernance imbriqués qui font que le système, le commun, continue d'exister. Et c'est peut-être comme ça qu'il faut essayer de penser un régime CatNat dans lequel la prévention fonctionnerait.
Bon, alors on est à peu près à la fin de l'exposé. Ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est de rendre compte de ce polycentrisme. Alors, ce que j'ai essayé de faire dans un premier temps, c'est de lister les intervenants, les acteurs auxquels j'ai pensé et de voir quelles étaient leurs interactions. Alors, je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour regarder toutes les cases en détail, mais en fait, on pourrait se demander en fait comment les assurés interagissent entre eux. Ça peut être notamment les associations de consommateurs. Aux États-Unis, ils font des class actions pour lutter contre la nouvelle tarification pour des inondations. Ils jouent un rôle en tant qu'assurés auprès des collectivités locales parce comme ils sont électeurs et contribuables, ben, en fait, les taxes que les entreprises vont verser vont jouer un rôle dans les décisions qui vont être prises au niveau des collectivités. Ils sont consommateurs d'assurance, entre guillemets. Et puis par rapport à l'État, là aussi, ils sont électeurs et contribuables, et par conséquent, on peut avoir des parlementaires qui peuvent pousser telle ou telle réforme parce que ça vient de la base et que voilà, on a envie de faire avancer des choses. Les collectivités locales, en fait, je pense que c'est un grand impensé de toutes ces choses. Elles ont un rôle extrêmement important à jouer. En France, c'est elles qui appliquent et maintiennent les PPR et les plans d'urbanisme. Et puis, il y a ce dilemme de l'élu local qui, d'un côté, doit pousser à la prévention via les PPR, mais de l'autre, il est aussi tenu à avoir un développement économique, donc parfois construire dans des zones plus ou moins risquées. Il y a les interactions entre collectivités locales, des intercommunautés, etc., dans lesquelles parfois on peut organiser des projets de prévention qui sont importants à gérer à ce niveau-là, parce que parfois ça ne se fait pas au niveau de la commune, ça se fait à quelque chose qui est un niveau un peu plus élevé. Par rapport aux assureurs, alors j'ai mis en rose les éléments qui viennent des États-Unis. Le NFI, par rapport au NFIP, les collectivités locales peuvent négocier leurs tarifs lorsque notamment celui qui est en responsable du risque s'engage à prendre des mesures pour la commune, des mesures de prévention qui fait qu'ils auront droit à un rabais par rapport aux tarifs de base du NFIP. Ça, c'est une forme d'incitation collective qui est intéressante à regarder. Voilà. Ensuite, bon, ils peuvent justement, dans ce cadre des dilemmes de l'élu, négocier les frontières du zonage. C'est eux qui soumettent les demandes de reconnaissance auprès de l'État et ils peuvent faire du lobbying auprès du Parlement pour essayer donc, de faire évoluer la réglementation. Les assureurs, ben, alors c'est eux qui peuvent éventuellement demander des mesures préventives comme condition d'assurance, mais j'ai essayé de le dire, c'est assez compliqué parce que si vous mettez en place un conditionnement trop fort, ben là aussi vous avez créé des gaps d'assurance. Ils payent les sinistres. Ils ont un rôle à jouer dans les sinistres parce que ils peuvent reconstruire soit à l'identique, soit essayer d'améliorer. Et c'est là que le pool d'assurance Flood qui a été créé en Grande-Bretagne, il est intéressant parce que payer Build Back Better, ça n'est pas vraiment possible quand on pense à ça comme un rapport entre un assureur et un assuré individuel, puisque le surcoût est supporté par un seul assureur, alors qu'il n'est pas sûr que l'assuré reste chez lui. Alors que si les polices sont mutualisées, les polices à risque dans des zones risquées sont mutualisées comme en Grande-Bretagne chez Flood eh bien le surcoût associé au Build Back Better, qui est vraiment la solution proposée par Flood eh bien est mutualisé entre tous les assureurs, et donc du coup ça rend possible ce type d'action. Voilà, alors les assureurs sont aussi organisés entre eux, notamment en France, au sein de France Assureurs, et on peut penser à l'Observatoire de l'assurance et Observatoire des risques, qui va créer là aussi une synergie entre assureurs, faire rendre plus transparent les actions des uns et des autres. Et ça ressemble beaucoup à quelque chose auquel Ostrom fait référence dans ses 8 règles, qui est cette autorégulation par le fait qu'on ait un observatoire. Elle n'appelle pas ça un observatoire, mais c'est à peu près ça. Et donc, il y a je l'ai déjà dit, en fait, une forme de commun entre les assureurs qui maintiennent ensemble cette assurabilité. Par rapport aux réassureurs, ils négocient les tarifs. Et puis, par rapport à l'État, ils soumettent des tarifs pour approbation. Ils peuvent faire des lobbying via des associations d'assureurs auprès du Parlement, etc., etc. L'État lui-même élabore les lois, évidemment. Aux États-Unis, notamment en Californie, il approuve les tarifs et c'est ce qui a créé le retrait des assureurs en 2023. En France, c'est lui qui fixe le niveau de la surprime. Et puis aux États-Unis, les prêteurs en dernier ressort. En France, l'État donne sa garantie à CCR, CCR étant un réassureur public. Et enfin, on peut aussi penser aux associations de régulateurs supranationaux
type EIOPA pour une régulation supranationale, par exemple, créer un pool de réassurance européen des CatNat qui est évoqué de temps à autre. Alors, je ne sais pas si ça a été complètement abandonné ou pas, mais enfin, en tout cas, on y pense de temps à autre. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je voulais juste mentionner pour finir qu'il y a une autre façon de regarder le polycentrisme qui est proposé par un sociologue américain qui travaille sur le risque des méga-feux aux États-Unis. Et ce que je trouve super intéressant dans son travail, c'est que non seulement en fait il essaye de mettre en avant les interactions, mais en fait il met en avant les, le- les loops de rétroaction en fait entre les différentes actions et interactions. Donc j'essaye là de réfléchir à est-ce qu'on pourrait mettre en place, enfin est-ce qu'on pourrait présenter le régime CatNat sous cette forme-là, sachant que lui en fait il distingue l'activité d'assurance de deux activités distinctes de prévention, l'une qui serait le type de construction, le type du bâti, et comment est-ce qu'on rend le bâti plus résilient, et l'aménagement du territoire, qui pour lui est une action séparée. Alors en France, dans les PPR, on a les deux qui sont combinés, parce qu'on a les cartes qui déterminent à la fois les contours, et qui, dans les contours, fixent les conditions de construction. Mais voilà, donc enfin, j'ai trouvé ça intéressant, je ne vais pas aller plus loin. Peut-être que dans une prochaine présentation, je vous présenterai des graphes avec plein de flèches comme ça, mais j'y suis pas encore. Là, je pense que je vais passer sur celui-là parce que j'ai déjà dépassé. Et voilà. Voilà. Donc en fait, l'idée pour moi, c'est de dire, il faudrait essayer de sortir de cette logique bien privée pour penser les cadenas dans une logique bien publique. Pour moi, pas nécessairement bien public pur. Il faut rendre compte du polycentrisme et c'est ça que permet de faire cette logique-là. Le polycentrisme, ça veut bien dire qu'il y a plusieurs niveaux de prise de décision et qu'il faut en fait essayer de les prendre en compte et de les ajuster les uns aux autres pour avoir un régime qui soit efficient et dans lequel la prévention pourra fonctionner. En fait, je pense que la plupart des pays aujourd'hui réfléchissent à comment imbriquer l'assurance et la prévention, comment les articuler l'un à l'autre pour que ça fonctionne de façon optimale. Et je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup, Laurence. Et il y a quelques questions. Alors, d'abord, une précision qui est demandée sur comment ça fonctionne en Suisse. En Suisse, c'est un système. Alors, il y a deux types de systèmes en Suisse qui fonctionnent en parallèle. Il y a certains cantons dans lesquels ce sont des mécanismes publics et les différents cantons qui ont un système public ont créé un pool de réassurance pour leur permettre de se réassurer à l'extérieur, donc totalement public. Et là, les primes ne sont pas, elles sont flat, mais elles ne sont pas régulées sachant que ce sont des institutions qui ne sont pas à but lucratif, donc normalement il n'y a pas de voilà, il y a pas de sujet. Et puis il y a certains cantons dans lesquels c'est une logique privée, ce sont ces assureurs privés qui proposent l'assurance, mais la tarification est fixée par l'État. Et là aussi, en fait, il y a un système de pool de réassurance au-delà, dans lesquels ils se réassurent tous ensemble voilà, pour avoir accès à de la réassurance sur le marché. Très bien. Ça, ça revient à, si c'est un tarif unique, parce que nous, on n'a pas un tarif unique en France. On Non, a mais un attends, j'ai taux. dit tarif unique, c'est un pourcentage de la somme assurée. Donc, ce serait un Oui, peu. ouais, donc c'est un petit peu comme nous alors. Ouais, ouais, c'est un peu comme je disais, D'accord, tarif unique, oui, c'est ça qu'il faut comprendre, oui. d'accord. Alors, une question à laquelle tu as répondu un peu parce qu'il n'y a pas tellement plus de choses à dire, ça concerne une vision européenne de la couverture. Bon, comme tu l'as dit, il y a des études, il y a eu des rapprochements, euh, mais bon, on ne peut pas trop en dire Je plus, sais hein. pas plus. Non, je sais pas plus pour l'instant. Mais en tout Enfin, cas, non, j'en sais pas plus, mais c'est intéressant de voir qu'effectivement, il y a des réflexions dans ce sens-là. Donc, une fois de plus, mettre en place des systèmes de collaboration entre les États. Donc, les États ont un rôle à jouer par rapport à leur propre pays, mais aussi de façon plus globale. Enfin, voilà. Donc, on voit bien qu'il y a une multitude d'acteurs auxquels il faut penser. tout à fait. Alors, euh, une question dans ton système, comment tu envisages le fonctionnement du fonds Barnier? Est-ce que le fonds Barnier, Le fonds aujourd'hui, Barnier. il joue pas beaucoup de rôle. Comment tu le vois jouer un rôle?
Alors, je crois que il doit être dans mon tableau, enfin, peu importe, mais si, bah, évidemment, il a un rôle. Donc, c'est une partie des primes qui sont censées aller dans le fonds Barnier pour permettre la prévention. Aujourd'hui, il est beaucoup sollicité par les communes. Oui, ouais, peut-être que je sais pas si je l'ai dit. Ouais, mais donc, c'est les communes qui peuvent mettre en place des projets de prévention via le fonds Barnier. Donc, ces projets-là sont financés en partie par le fonds Barnier et en partie par les communes elles-mêmes. Donc, une fois de plus, une association. Et le fonds Barnier, donc, c'est une forme de mutualisation de la prévention au niveau national via la partie de la surprime qui est versée au fonds Barnier. Ce qui manque, et alors justement, je lisais récemment qu'il y a une initiative récente qui a été créée. Ce qui manque, en fait, c'est un niveau qui permettrait aux individus eux-mêmes d'avoir accès à cette prévention. Puisque si c'est uniquement les collectivités qui font appel à ces mécanismes, bah, on aura des projets de prévention au niveau collectif, mais notamment le RGA. Bah, ça suffit pas. C'est quelque chose qui doit se faire au niveau de l'habitat individuel. Et donc, il y a un mécanisme, alors plutôt pour les inondations qui a été pensé, où une partie du fonds Barnier, d'ailleurs, je sais pas si c'est dans le fonds, je crois que c'est dans le fonds Barnier, bah, pour faire du Build Back Better, que les assureurs ne peuvent pas faire aujourd'hui en France, eh bien, il y aurait quelque chose qui serait accessible via le fonds Barnier pour améliorer le bâti. D'accord. Euh, une autre question. Lors de la tempête Cynthia, le manque d'entretien de la rivière avait été reproché à la commune, donc la prévention relève beaucoup de la collectivité. Ah bah Ouais. là, on a aussi une confrontation entre le nettoyage des rigoles, parce que je crois que dans ce cas-là, il y avait eu une association de défense d'une race de grenouilles ou quelque chose du genre. Donc, on a des oppositions entre l'intérêt de la maintien de la biodiversité et la propreté des sols. De même qu'on a une contradiction entre le bitumage des maisons bien autour, quand il y a du bitume ou des dalles bien fermes autour de la maison, c'est pas bien du tout, c'est propre, mais c'est très dangereux. Alors, qu'est-ce En que fait, il y a des conflits tu... d'intérêts à tous les niveaux et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans Ouais. ces interactions, on peut très bien, moi je vais parler par exemple des conflits qui pouvaient exister au niveau des maires, entre d'un côté vouloir l'essor économique de sa commune et par conséquent bah, peut-être empiéter sur les zones à risque, et puis de l'autre faire de la prévention, ça se voit moins, c'est du long terme, alors que voilà, avoir un écosystème florissant d'un point de vue économique, ben c'est du court terme et ça se voit plus. Donc, enfin, il y a plein oui, il y a plein de conflits d'intérêts et c'est ça qui est intéressant en fait dans cette matrice ou en tout cas, je sais pas comment le représenter, peut-être avec des flèches, c'est de dire, ben, parfois ça joue en faveur, parfois ça joue en défaveur et comment on imbrique tout ça pour que ça fonctionne, quoi. Alors, il y a une question là, mais je crois qu'il y a un problème sur la compréhension de ce qu'est rival. Mais comme il y a des questions qui arrivent, j'ai perdu la question où il y a cette histoire de bien rival. Donc, ah voilà. Euh, pourriez-vous réexpliquer en quoi un produit d'assurance couvrant des risques automobiles peut être défini comme un bien privé? Je ne parviens pas à saisir en quoi ce type de bien est rival. Il n'est pas rival, Voilà, il c'est n'est tout pas à fait. Non, non, il rival. n'est pas Ouais. rival. Non, l'assurance n'est pas rival, c'est clair, mais ça ressemble plus à un bien privé au sens où, en fait, ça nous est égal. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a des biens pour lesquels, si les gens ne sont pas assurés, ça pose un problème pour nous tous. Et donc, on va vouloir intervenir. Et c'est pour ça qu'on va plus pousser des systèmes hybrides. Alors que, il y a d'autres types d'assurances, d'autres types de produits qui peuvent être considérés comme enfin, ressemblant plus à des biens privés au sens où, ben, ce que je disais tout à l'heure, si votre voisin n'a pas acheté une assurance dommage pour sa voiture, qu'il a un accident et que sa voiture est foutue, ça va pas changer grand-chose à la collectivité, quoi. C'est ça que je voulais dire. En fait, il y a le BCT. Donc, en fait, c'est parce que c'est un dispositif léger. Donc, on peut considérer que ça reste privé avec un système de régulation qui permet de régler les quelques cas. Mais Ouais. ça règle l'assurance. Ça règle pas l'absence d'assurance. Mais enfin, c'est un autre sujet. Euh, Ouais, je crois qu'il y a aussi un autre point et qui fait que les catnats, là aussi, il y a ce besoin de mutualisation forte, c'est que sinon, on a des primes qui sont inabordables.
Ce qui Mm. est pas le cas pour d'autres types de produits. C'est-à-dire que Oui. si finalement la logique de marché concurrentiel fait que tout le monde peut trouver où s'assurer et s'il ne s'assure pas, bah, finalement c'est son problème, bah, on peut dire que la logique de marché fonctionne, même si c'est pas rival. Je suis entièrement d'accord. Alors, il y a une question où tu vas pouvoir donner des réponses, parce qu'il y a eu des études qui répondent peut-être pas précisément à cette question, mais qui donnent un aspect entre la solidarité la protection des plus faibles, etc., qui profitent le plus du système. Donc, la question c'est, considère-t-on que la prime CatNat française est progressive, car elle correspond à un pourcentage de la prime MRH qui est censée dépendre de la valeur du bien assuré et les plus aisés payent plus. Existe-t-il des études statistiques pour expliciter ce contrat? Alors effectivement, il y en a. Alors, Aucune idée, non, je sais pas s'il y en a, mais je parce sais que qu'on avait entendu, tu sais, que en fait, c'était pas forcément dans un de tes séminaires, je confonds, il y avait quelqu'un qui disait que c'était pas forcément on disait souvent, ben, je me demande si c'est pas Bruno Ballier qui disait que ouais. on dit souvent que ce sont les plus pauvres qui sont maltraités, mais qu'en réalité, c'était beaucoup plus complexe que ça. Ouais, mais lui, il parlait de l'exposition au risque climatique. Je pense qu'il Oui. ne parlait pas nécessairement de l'assurance CatNat. Je pense que l'assurance CatNat, effectivement, ça doit être. Ben, Arthur, il est là, il pourrait répondre. Mais le truc qui est quand même intéressant dans notre système et qui pose un peu question, c'est qu'on veut un système qui soit très solidaire. Et donc, effectivement, même dans la logique de départ en 82, c'était de dire on va mettre en place une surprime qui est un pourcentage de la prime, qui elle-même reflète la valeur du bien, donc il y a ce lien. OK? Donc, c'est progressif. Le truc, c'est que si on est dans une maison donc on est dans une catégorie socio-professionnelle très aisée et qu'on a une maison dans une zone à risque, finalement, ben ce système-là fait que peut-être que les moins bien lotis vont moins bien lotis au point socio-économique vont finalement la logique de solidarité, en fait, elle est inversée. Donc ça, c'est peut-être aussi un peu un problème. Genre que si on est dans une zone à risque et qu'on paye pas la surprime qu'on aurait dû, enfin qu'on aurait dû, la surprime telle qu'elle aurait pu être calculée sur un truc risk-based, et que des assurés de catégories socio-professionnelles plus basses dans des zones moins risquées financent ça, et ben il y a peut-être quelque chose à repenser. Voilà. Est-ce que, je crois qu'on a fait le tour des questions, est-ce que il n'y a pas un risque de conflit entre le droit de propriété et l'intérêt collectif? C'est une belle question. Parce que la Ouais. solidarité, là, on empiète quand même, notamment avec les expropriations, donc là, dans le cas de ce qui s'est passé dans le nord de la France, les gens qui avaient eu 3 inondations en 6 mois, je crois que c'était quelque chose du genre, finalement, ils ne demandaient qu'à être déménagés, indemnisés, etc. Et d'autant qu'effectivement, dans ce cas-là, ce n'étaient pas des propriétés d'un montant considérable. Tu parles de gens aisés qui ont des belles maisons dans une zone à risque. Euh, Objectivement, la prise en compte des risques climatiques va avoir un impact sur la valeur. Elle n'en a pas encore, mais elle va bien finir Exactement. par avoir un impact sur la valeur du foncier. Donc, Bah, est-ce peut-être. que Mais il y la avait, logique n'est pas finalement dans le marché de l'immobilier? absolument. Mais ça, c'est aussi un élément. C'est qu'en fait, dans la logique pure marché qui consiste à considérer le bien comme fonctionnant dans un système concurrentiel, un des mécanismes sur lequel ça s'appuie en disant le signal prix, c'est que si je donne une prime qui est extrêmement élevée, ça va nécessairement faire baisser la valeur du bien. Et par conséquent, là aussi, on va avoir un aménagement du territoire qui sera vertueux. Mais bon, effectivement, ça marche pas. On voit bien que ça fonctionne pas comme ça parce que il y a plein d'autres choses qui entrent en ligne de compte. Alors, sur le droit de propriété et le bien collectif, il y a une chercheuse aux États-Unis qui travaille sur ces sujets-là en Californie et elle suit en fait un groupe de propriétaires qui sont installés sur une colline et dans lesquels en fait il y a des glissements de terrain.
Et donc le bien collectif, mais leur bien collectif à la limite, voudrait qu'ils déménagent. Et donc il y a eu une initiative de l'État de Californie pour leur proposer un buy-out. Donc on leur propose de racheter leur maison, qu'ils aillent s'installer ailleurs. Et ces gens-là se battent pour rester sur place. Et certains d'entre eux, alors elle nous a montré des photos, la maison est là avec son entrée enfin, et le chemin, il est à 2 mètres en dessous. Et il n'y a plus de lien en fait entre la maison et la route, quoi. Et ces gens-là ne veulent pas partir. Et ce qu'ils mettent en avant, c'est leur droit de propriété. Voilà, ils veulent, voilà. Et donc il y a effectivement un conflit de ce type, de façon pratiquement absurde, quoi. Mais oui. Ah, ça, Euh, c'est aussi tout ce qui est la liberté individuelle de prendre des risques ouais, et d'entraîner un coût de la collectivité. C'est vrai pour les gens qui sont, bon, pour les sauveteurs en mer, c'est vrai pour l'alpinisme et les sauveteurs de gens qui ont pris des risques exagérés. Enfin, parce que, bon, faire de l'alpinisme, c'est risqué. Mais faire de l'alpinisme en espadrille, c'est encore plus risqué. Et il y a ce genre de choses. Mais c'était un vrai sujet de société, ça. En quoi mon comportement individuel et l'exercice de ma liberté impactent la collectivité, et notamment financièrement, mobilisant des moyens, mais pas seulement financièrement, parce que dans ces cas-là, on peut entraîner la mort, ouais, blessure et mort des personnes qui viennent vous sauver. Et ça sera le cas quand il y aura un glissement de terrain, il y aura des gens qui viendront chercher ces gens. absolument. Et ils pourront être blessés au passage. Alors, il y a une chose qui me paraît un peu angélique dans ton tableau, c'est l'intérêt collectif des collectivités, l'intérêt des collectivités territoriales et le conflit avec les élections. Est-ce que les élections, ça biaise pas quand même la lucidité des gens qui décident dans Non, mais c'était bien ça que les... j'essayais de dire. C'est-à-dire que oui, ils sont amenés à prendre des décisions en fonction des prochaines élections. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y Non, a c'est un... ça, hein, Ouais, 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 c'est bien ce que sûr. tu Non, disais. non, c'est l'inverse. Ouais, ouais, bien sûr. C'était bien ça On que est j'essayais bien, de dire. on est bien Ouais, ouais. d'accord. Oui, oui. Euh, alors, ce que je sens mal, moi, c'est que finalement, l'assureur, on va lui faire le sale boulot. C'est lui qui va gérer les sinistres. Et il va s'en Mais, prendre plein la figure à chaque fois, comme ben, d'habitude. en fait, c'est exactement l'idée, c'est de dire, ça ne marchera pas si on pense ça dans Mhm. cette relation unilatérale entre l'assureur et l'assuré. Mhm. Il y a beaucoup d'autres acteurs qui ont un rôle à jouer pour que ça fonctionne. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est un bien hybride et qu'il faut sortir de cette case dans mon tableau qui était à gauche pour justement prendre en compte l'intégralité de cet écosystème. Et je sais pas, alors, parce que les assureurs, ils sont complètement démunis dans cette affaire. On leur dit, oui, il faut faire de la prévention, mais en fait, ils ont extrêmement peu de moyens. La prime est fixée, et même s'ils pouvaient faire varier la prime, moi, je crois pas du tout que c'est un levier qui fonctionnerait. La franchise, ben, enfin, c'est un truc, c'est uniquement si vous arrive un sinistre, et c'est pas, ça va jamais être des montants excessifs, donc ça fonctionnera pas non plus. Ils n'ont pas. Et donc, voilà, on leur dit il faut rebâtir de façon plus résiliente, mais ça a un surcoût. Enfin, donc, il y a énormément de problèmes. Donc, le surcoût, si on ne le fait pas porter par les assureurs et qu'on pense à un truc de type flood rate, ben, il faut mettre en place un mécanisme collectif. Donc, c'est pas les assureurs eux-mêmes qui vont le faire. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Il faut élargir faut élargir le cadre, quoi. Alors, en fait, c'est une révolution de société que tu nous proposes. Non, moi, je ne suis pas révolutionnaire. Ah bon, bon, bon. Ah, non, 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 mais mais je enfin, pense ce que ce c'est que je plutôt. veux dire, c'est que c'est c'est un changement quand même profond. Ouais, en fait, c'est ça, euh, c'est l'idée. L'idée, c'est de mais dire il faut repenser le système CatNat et sortir du cadre dans lequel on a été habitué à le mais penser. c'est vrai aussi pour le climat, c'est vrai pour tous ces Mais nouveaux bien sûr, non, mais risques. c'est lié au climat, absolument, oui. Mais C'est un problème d'action collective, en fait. est-ce que on a un peu la même chose pour les risques, enfin pas tout à fait, mais le risque cyber et les risques géopolitiques. Et on a vu qu'on a eu
ce même problème d'intérêt collectif avec le Covid, qu'on retrouvera probablement avec des maladies tropicales, ou je sais pas. Alors, on a une réponse d'Arthur. C'est dommage qu'il puisse pas parler, Arthur. On aurait dû le Ouais. mettre en panéliste. Il dit qu'il y a un joli papier de Pierre-Charles Pradier sur le sujet des expropriations. C'est dommage Alors, aussi qu'il ne je peut sais pas pas nous... si les gens voient les trucs parce que peut-être Non, qu'ils il peuvent ne les nous mettre. voit pas, non. Oh, c'est dommage. Ouais. Il dit, je Euh, parle toujours trop, c'est mieux de ne pas me donner la parole. Bah, mets-nous au moins le lien. Je sais pas si les gens voient. alors, il y a pas, tu nous as pas mis le lien, mais enfin bon, vous pouvez Ok. tous aller voir Pierre-Charles Pradier, Pradier, sur le sujet des expropriations, c'est-à-dire, bon, à mon avis, en tapant ça, vous y arriverez, surtout avec l'intelligence artificielle, hein, il faut quelque chose qui soit relativement récent, hein. L'intelligence, faut pas prendre la... Je peux aussi renvoyer aux travaux de Mathilde Gralpoix qui avait présenté. Ah bah il est là, le voilà, il est là, Arthur. Mathilde Ah, bah le Gralpoix qui a voilà, bah, présenté. merci, bah, tu peux parler, tiens, mets ton Attends, micro. mais je veux juste dire un truc. Mathilde Gralpoix, elle a présenté, c'est une urbaniste qui a présenté ses travaux au séminaire de la Chaire Paris il y a 15 jours. Et elle travaille elle aussi sur ces expropriations. Et en fait, elle, urbaniste, donc elle n'est pas dans une logique économique. Elle essaye de comprendre en fait quels sont les conflits, comment les individus réagissent, comment est-ce qu'il faut les accompagner. Et elle fait des choses passionnantes. Voilà. Et on peut renvoyer sur ton site parce que je On pense que peut renvoyer sur le site, absolument. elle a fait il y a quoi, il y a 15 jours, 3 semaines, hein, qu'elle a Ouais, fait. et il y a sur le site, il y a un certain nombre de papiers auxquels elle renvoie qui peuvent être intéressants pour ceux que ça intéresse. Donc le site de la chaire Paris. Tu peux Sûr. parler, Arthur. Il suffit que tu enlèves ton micro, non? Parce qu'on ne l'entend pas là. Enfin, plutôt que tu le mettes parce que là, tu l'as enlevé. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a encore un... Aura-t-on ce support très intéressant? Mais bien sûr que vous aurez ce support très intéressant et vous aurez même la dame en train de parler. Euh, la vidéo. Euh, alors, ça y est, on l'entend, Arthur, ou pas? Non, on n'arrive pas à l'entendre. Et on ne le voit pas non Il dit plus. ça marche pas trop, il dit. Ah Bon, bon, ça marche pas trop. Bon, bah, tu nous expliqueras quand même parce que tout à l'heure, pour répondre à la question sur la justesse et l'équité, toi qui es un grand spécialiste de l'équité, c'est vrai que je suis sûre que tu avais tout un tas d'articles à nous conseiller, en plus que de celui de Pierre-Charles Pradier. Je ne envoyez aussi au blog d'Arthur où il y a plein de choses de Oui, ce oui, livre. oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, bah, écoute, les vaillants acteurs sont toujours là. Je ne vois plus d'autres questions. Comment organiser d'un point de vue législatif cet élargissement des acteurs? Oui, bah ça doit passer par là. Ça demande effectivement mais moi, je suis vraiment pas au stade où j'organise ce genre de choses. Je suis vraiment Non. essayé de réfléchir comment conceptualiser différemment, quoi. Bah, et fais-nous les graphes. T'as vu, Arthur, il a dit, on attend les graphes, hein. Ouais, bah. Il y a à la fois des graphes et puis, à mon avis, quand même, de la théorie des jeux, quand même. Alors, on a un stage qui commence avec Arthur là-dessus. Bon, voilà, le couple infernal. Très bien. Il me semble qu'on a répondu à toutes les questions. Vous râlez si ce n'est pas le cas, que vous avez posé une question à laquelle on n'a pas répondu. Et puis, ben, il ne m'en reste plus Est-ce il y a une liste, une synthèse des outils techniques de prévention? Euh, Mais ça, on y travaille. On va faire. C'est un truc en cours, absolument. Parce qu'effectivement, il y a des actions qui peuvent être menées sur la construction. En plus, ça bouge tout le temps. Ouais. Et pour la RGA, il y a pas seulement les piliers. Maintenant, ils ont trouvé des choses un peu sismiques, si j'ose dire. Enfin, il y a des solutions qui sont moins chères qui peuvent être tout aussi efficaces. Alors, je ne suis pas un ingénieur du bâtiment, mais il y a énormément de recherches là-dessus, de recherches pratiques
Donc, tout ça, ça bouge beaucoup. Eh bien, alors, tu veux nous dire encore un petit mot ou t'as Oh, encore... merci beaucoup Non. pour les questions. C'est Merci beaucoup. nous qui te remercions, Laurence. En attendant, on te réinvite dès que tu as tes graphes, tu nous préviens et on fait un nouveau webinaire. Super. Et il y a et puis ben, on mettra Arthur en panéliste parce que euh, Voilà. Oui. il faudra qu'il parle la prochaine fois. Là, il peut pas. Eh ben, bonne soirée, merci à tous. Et puis, bah, c'est le dernier webinaire de notre GT anticipé de la saison. On repartira en septembre sur l'ensemble de nos sujets. Et n'oubliez pas que si vous êtes intéressé par tout ça, qu'il faudra que vous prépariez un atelier, si vous en avez besoin, hein, si vous en avez envie, pour le 100% actuaire. Là, je parle à nos auditeurs parce que Arthur et Laurence sont toujours très bons élèves et ils font des choses au congrès, eux, parce ils sont pas de simples bénévoles dans des groupes de travail. Mais ils y contribuent. Allez, bonne soirée, j'arrête de dire des bêtises. Et merci encore, Laurence, c'était passionnant. Merci beaucoup, Florence. Merci pour cette Au invitation. À revoir. bientôt. Merci à tous.